Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Soyez les bienvenus. L'échiquier international se penchera ce soir sur la tension au Nagorno-Karabakh. Mardi, l'Azerbaïdjan a lancé une opération militaire dite antiterroriste sur l'enclave du Haut-Karabakh. Cette opération a déclenché les réactions de certains pays. D'autres ont eu des réactions plus timides. Pourquoi cette opération maintenant? Et surtout, comment faut-il interpréter cette opération alors que l'Europe fait déjà face à la crise en Ukraine? Éléments de réponse, nous allons les voir tout de suite dans un petit instant avec nos invités. Alors pour en parler ce soir avec nos invités, nous allons présenter respectivement Manuel Pouchelet, formateur géopoliticien et conférencier. Il est avec nous en direct de Paris par Skype. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci de votre invitation. Merci à vous. Alors également Dimitri de Koshko, journaliste français, est avec nous par Skype depuis Paris également. Monsieur de Koshko, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous. Alors, pour commencer, messieurs, la tension monte au Nagorno-Karabakh. Des négociations sont déjà engagées. La question est déjà examinée au sein du Conseil de sécurité, même si les réactions sont timides. Mais que se passe-t-il donc, monsieur de Koshko, au Haut-Karabakh? Eh bien, Monsieur de Koshko, il s'y passe que c'est une région donc qui est pas inclue dans les frontières de l'Arménie, mais qui est une région qui est peuplée, en tout cas dans sa partie montagneuse, en majorité par des Arméniens. Donc ça fait partie du lourd héritage du post-soviétisme qui n'a fait que raviver les problèmes qui s'étaient déjà posés dans les années 20, juste après la révolution russe et pendant la guerre civile, parce que, évidemment, ces, disons, minorités aujourd'hui arméniennes voulaient être dans l'Arménie. Elles ont été incluses par le pouvoir soviétique dans l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan étant un État turcophone, mais assez diversifié en fait, puisqu'il est aussi de religion chiite et il est très lié à l'ensemble perse, puisque près de 30 millions d'Iraniens sont des Azéris. Oui, absolument. Point très important à bien entretenir. Il faut bien comprendre aussi, et là je reviens comme d'habitude au grand échiquier de M. Brzezinski, qui estimait important dans la lutte des États-Unis contre la Russie deux pays de l'ex-URSS, l'Ukraine, qu'il fallait absolument prendre, et l'Azerbaïdjan, qu'il appelle des États volets, parce que, en raison de leur importance géopolitique. À partir de là, il faut bien comprendre que les États-Unis misent donc essentiellement sur l'Azerbaïdjan. Leur but dans le contexte de la guerre en Ukraine aujourd'hui, sur le terrain ukrainien, je ne parle pas de guerre russo-ukrainienne, je parle bien d'une guerre sur le terrain ukrainien entre l'OTAN et la Russie. Eh bien, il est bien évident que ce qu'ils veulent obtenir, c'est que l'Azerbaïdjan se fâche totalement avec les Russes, de façon à ce qu'il se retourne contre la Russie lui aussi. Pour obtenir cela, et c'est un jeu très anglo-saxon malheureusement, oui, auquel on arrive à trouver des complices. Et le complice, en l'occurrence, c'est le Premier ministre arménien, M. Pachinian, qui n'hésite pas à trahir totalement son peuple et à laisser faire, les provocations qui ont existé, et notamment contre les Azéris, alors que la précédente, le voilà, M. Pachinian à l'écran, oui. Eh bien, il y a eu déjà donc plusieurs conflits, dont le plus récent a inversé la situation qui existait depuis 91, où l'Arménie avait pris le contrôle, en quelque sorte, du Nagorno-Karabakh.
Là, c'est l'Azerbaïdjan qui a repris ce territoire. Tout ça sur un fond de haine, de passif absolument terrible. Mais M. Pachinian a, reconnu la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le Nagorno-Karabakh. Il l'a répété à plusieurs reprises en allant voir ses amis de l'Union européenne et auprès de ses amis américains, qu'il a invités à de récentes manœuvres militaires en Arménie, alors que l'Arménie fait partie d'une alliance avec la Russie et d'autres pays d'Asie centrale. Oui. Et c'est lui qui a laissé faire, sans s'en occuper du tout, il faut bien dire, 2 provocations en Azerbaïdjan, ce qui ont provoqué cette opération antiterroriste, comme l'appellent les Azéris, d'une manière assez injuste, puisqu'il y a eu une automobile de policiers azerbaïdjanais et une autre automobile de service public azerbaïdjanais qui ont explosé. Et M. Pachinian a juste dit « Ah, mais il faudrait que les casques bleus, en quelque sorte, russes, qui font les soldats de la paix entre Azéris et Arméniens au Nagorno-Karabakh, interviennent pour aller faire la guerre aux Azéris. » C'est-à-dire pour évidemment remplir le but de ce que veulent les États-Unis, c'est-à-dire que les Russes se mettent dans un conflit contre l'Azerbaïdjan. Ça n'a pas marché. Les Russes ont dit, mais attendez, c'est vous-même qui reconnaissez l'Azerbaïdjan, que le Nagorno-Karabakh est territoire azerbaïdjanais. Pourquoi voulez-vous que les Russes se battent pour les Arméniens? Les Arméniens n'ont qu'à se battre eux-mêmes. Et en plus de ça, évidemment, ils ne sont pas dupes de ce piège qu'essaient de leur tendre les anglo-saxons avec la complicité de Pachinian, qui remet quand même en danger terrible l'existence même de l'Arménie, Oui. qui a été garantie par les Russes à la suite de la Première Guerre mondiale, où les Anglais déjà avaient poussé les Arméniens à déclarer la guerre à la Turquie, ce qui a été suivi par le fameux génocide de 1915 arménien, On s'en rappellera. parce que l'Arménie a fait la guerre contre la Turquie. Oui. Et qu'il y avait une inimitié traditionnelle, je dirais, entre Arméniens et Turcs. Voilà, très bien. Alors, je pense que vous avez fait une belle synthèse pour que les téléspectateurs puissent comprendre à peu près ce qui se passe réellement aujourd'hui au Nagorno-Karabakh et pourquoi est-ce si important. Alors, Manuel Pouchelet, est-ce que vous pensez que le timing est innocent? Est-ce que le timing en lui-même n'est pas assez calculé? J'allais dire, aujourd'hui, les Arméniens sont en train de faire un petit peu le jeu des grands puissants ou des jeux et des calculs des grands puissants de ce monde sur fond également de guerre en Ukraine. Oui, je pense que si vous voulez, au niveau des timings, rien n'est anodin. On a évoqué les exercices militaires avec l'Arménie. On sait que les Américains, en fait, relancent, on va dire, une forme de nouvelle politique du containment de la Russie. Ils occupent, on va dire, les Russes en Ukraine, mais également dans cette région qu'est le Caucase. Mais figurez-vous que cette région du Caucase s'invite aussi le président français, puisqu'il a été sollicité pour établir des négociations. Et en même temps, vous avez, j'allais dire, de manière beaucoup plus large, l'Union européenne. Mais en même temps, au regard de, si vous voulez, de la situation qui est stratégique de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, vous avez toujours le même triptyque et en termes de calendrier, c'est une juxtaposition de ressources naturelles, bien sûr, mais aussi de populations qui ne sont pas forcément sur les lieux où elles devraient être. Mais ça, ce sont les longs héritages des Première et Deuxième Guerres mondiales qui ont été rappelés par votre invité, mais j'ajouterais aussi, les Américains viennent créer des nuisances. Pourquoi? Parce que figurez-vous que l'Azerbaïdjan menace aussi l'Iran. Et c'est sur un axe où vous avez également l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Turquie, et bien sûr va s'inviter bientôt dans l'équation le Kurdistan. Vous voyez, toute cette notion de peuples qui n'ont jamais, qui veulent un État mais qui n'en ont jamais eu. Et là, si vous voulez, on est également dans le même cas de figure. Mais ce timing, comme par hasard, en même temps, je peux vous dire une chose, je pense pas, il n'a pas été calculé, mais quelque part, je ne sais pas si ça va aller si vite qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce que actuellement, vous allez au mois de novembre, vous allez avoir les élections américaines, et je doute, et ce qui est un petit peu surprenant, que l'administration Biden aille s'engager dans
dans une tension ou dans un sujet ou dans un dossier, excusez-moi, qui est excessivement lourd et qui va raviver, si vous voulez, des tensions ancestrales entre ces peuples. Et bientôt, cette préoccupation de ces pays-là, ils vont se retrouver bien seuls, si vous voulez, par rapport à la politique internationale. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, vous aurez d'autres échéances, et en même temps, sur le calendrier électoral américain, excusez-moi, les États-Unis vont tout d'un coup se déconnecter du monde pour des raisons politiques essentiellement. Maintenant, je ne doute pas une chose, ce calendrier, si vous voulez, il répond aussi un petit peu, moi j'ai vu quelques commentaires sur des réseaux où on parlait d'une chute du château de cartes de M. Poutine. Il y a un dossier dont on ne parle pas peut-être, il n'est peut-être pas tout à fait en lien direct, mais je vous ferai remarquer que le dirigeant, M. Kadyrov, est aussi, en ce moment, connaît quelques problèmes. Donc, si vous voulez, ça commence à faire beaucoup comme accumulation d'événements. C'est un calendrier qui est toujours opportun, qui est provoqué. Maintenant, il faut voir dans la durée quelles autres nuisances vont, on va dire, déboucher. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est de négocier, trouver une issue à ce dossier. Mais je vous ferai remarquer qu'en termes de timing, on est toujours trop court. Et puis les Européens, on arrive, si vous voulez, au seuil de l'hiver. Et je vous rappelle que Mme von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, s'était également rendue dans la région, je crois, au mois de mai, pour négocier des accords de gaz avec l'Azerbaïdjan. Donc, si vous voulez, tout est lié. Mais je suis un petit peu surpris, du moins au regard des éléments qui nous sont communiqués, du silence des Américains. Oui. Et également, ça c'est important de le dire, vous me parliez de calendrier, le voilà. On n'a pas de déclaration de M. Blinken, on n'a pas de déclaration de M. Biden, mais en même temps, il y a tout qui s'accélère. Vous avez eu les déclarations de M. Zelensky à l'ONU, vous avez eu toute cette, comment dirais-je, cette situation qui dégénère. Question calendrier, c'est difficile à dire, vous savez, la situation internationale, excusez-moi, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de rétro-planning. Maintenant, je pense que l'objectif avoué des Américains, c'est de déstabiliser la Russie, tout comme ils avaient tenté de le faire, si vous voulez, à une certaine époque, au moment de la chute de l'URSS, pour offrir, si vous voulez, à ces républiques du Caucase des opportunités d'ouverture sans aller vers la Russie, puisqu'elles étaient orientées là-dessus, mais plutôt vers le sud et vers d'autres États. Voilà, maintenant, sachez une chose, il n'y a pas de, excusez-moi cette expression, il n'y a pas forcément de fumée sans feu, oui. Mais il y a une espèce de sorte de ceci explique cela, mais une chose est sûre, j'ai bien peur que les Américains, avec leur calendrier électoral, font un dernier barouf d'honneur, ou si vous voulez, cette partie du mandat de M. Biden au niveau international est très préoccupée et dominée par l'Ukraine, et qui commence à fatiguer les Américains. Excusez-moi cette expression, mais là on commence à avoir des signes de grogne et j'ai un petit peu peur que ce soit l'événement de trop. Voilà, très bien. Alors, de Koshko, c'est vrai que généralement on parle de la Russie qui est un allié de l'Azerbaïdjan, on parle également de la Turquie qui serait également cet allié de l'Azerbaïdjan. Et puis quelque part aussi, on parle de certains débouchés parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait, si vous voulez, cette prédominance de la Turquie ou de l'influence turque dans cette région qui peut-être est coupée avec l'Arménie. Il y a quand même un aspect. Est-ce que vous pensez, M. Dimitri de Koshko, que cette région sera annexée? Est-ce que c'est la véritable raison qui est derrière cette attaque et la région de l'Artsakh, qui est cette région qui est restée en 2020, rappelez-vous, qui est restée arménienne et qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan voudrait récupérer? Est-ce qu'il y a réellement cette intention azerbaïdjanaise? Alors, permettez-moi, mais surtout ne le prenez pas mal, mais oui. On ne peut pas dire que la Russie est alliée avec l'Azerbaïdjan. Non, pas tout à fait. Elle ne l'est pas, mais elle a d'excellentes relations avec l'Azerbaïdjan. Elle est en revanche alliée avec l'Arménie. Oui. Mais comme aujourd'hui, le Premier ministre arménien et une partie des gens qui soutiennent ce Premier ministre arménien en fait, trahissent cette alliance avec la Russie, il est évident que la Russie marche sur des œufs, là, pour prendre une expression. Prudemment. Et très, très prudemment, oui. Et il faut bien reconnaître que, de ce point de vue-là, l'Azerbaïdjan a une politique assez intelligente, parce qu'eux, ils sont parfaitement conscients que les Américains voudraient arriver à pousser la Russie à intervenir pour défendre l'Arménie. Ça ne serait pas contre l'Azerbaïdjan, mais pour défendre l'Arménie, puisqu'elle a, des obligations d'alliance
pour défendre, Selon attention, le traité conclu avec l'Arménie. Le territoire arménien, pas l'Artsakh, pas le Nagorno-Karabakh, qui lui est en territoire azerbaïdjanais, comme l'a reconnu M. Pachinian lui-même auprès de ses amis américains et de l'Union européenne. Donc la Russie n'a rien à dire sur le Nagorno-Karabakh en dehors du fait qu'elle peut aider les populations qui doivent se déplacer compte tenu des menées guerrières qu'il peut y avoir, et pour, je dirais, sans doute limiter les abus qui sont susceptibles de survenir, parce qu'il est évident que dans les deux camps, il y a une propagande assez intensive depuis des années et des années contre l'autre population. Et donc, évidemment, ça peut donner lieu à des dérapages assez sérieux. Et ça, les soldats russes qui assurent l'application des accords qui ont eu lieu après la guerre d'il y a 2 ans, eh bien, eux, de ce point de vue-là, respectent bien et arrivent à faire respecter ça. Sauf que, pour justement essayer de les impliquer plus ou de les obliger à intervenir, il y en a eu 4 qui ont été tués là récemment. On ne sait pas bien par qui, mais ça ressemble fort à des opérations sous faux drapeau pour essayer de pousser la Russie, encore une fois, contre l'Azerbaïdjan. Donc malheureusement, c'est ça l'opération. Alors maintenant, annexer, il n'y a pas besoin d'annexer, puisque de toute façon, c'est un territoire qui est à l'Azerbaïdjan d'un strict point de vue de droit international. Mais il est évident que c'est un vrai problème de peuple à disposer d'eux-mêmes, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et que, évidemment, que ce problème se reposera si l'Azerbaïdjan n'arrive pas à être assez souple et à accorder une autonomie suffisante au Nagorno-Karabakh, qui, je pense, au niveau de ses dirigeants, a pu comprendre les manœuvres de M. Pachinian au service de ses maîtres américains, et de ce point de vue-là, il n'est pas évident que tous les Arméniens suivent M. Pachinian, parce qu'ils savent bien que c'est leur survie qui est en cause, et que s'ils existent en tant qu'État, c'est bien grâce à la Russie. Oui. Alors la Russie, ici également, il y a des soldats et des casques qui protègent justement cette région, mais qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup bougé. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Dimitri de Koshko, parce que il n'y a pas de raison pour que la Russie intervienne, alors que le problème pourrait être réglé, étant donné que les États-Unis ont reconnu justement ce territoire comme étant azerbaïdjanais. Et le Premier ministre, qui après avoir été adulé, il faut le dire, Pachinian, pour avoir conduit un petit peu la démocratie, révolution de velours, comme on l'a appelé en 2018 Manuel Puchlet, est aujourd'hui, si vous voulez, au cœur de la contestation arménienne. On lui reprocherait de ne pas avoir fait ce qu'il fallait justement pour éviter ce qui vient de se passer. Alors, Pachinian est-il en fin de mission ou sa mission ne fait que commencer aujourd'hui ? Je pense que les Arméniens vont pas se laisser avoir par ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est un petit peu, excusez-moi, la marionnette américaine au niveau de l'Arménie. Si vous voulez, les Américains, je reviens sur mes propos que j'ai tenus tout à l'heure, ils refont, si vous voulez, cette politique du containment et d'endiguement, mais en même temps, c'est quelque part cette situation, si vous voulez, que vous m'évoquez, me fait penser à une histoire récente en Europe. Pensez, si vous voulez, au cas des Sudètes en Tchécoslovaquie à l'entrée de la Seconde Guerre mondiale. Pensez également à l'Anschluss avec l'Autriche en 1938 avec l'Allemagne. Donc, si vous voulez, j'ai un peu peur que le Premier ministre arménien fasse difficilement entendre sa voix. Et en même temps, on sait que à force de, crier au loup, tôt ou tard, ça va, entre guillemets, il risque son avenir politique, je n'ose pas dire qu'il risque sa vie avec cette région qui est devenue très volatile, mais si vous voulez, son avenir va être très difficile à assurer. Il va devoir convaincre, et je me permets de le dire aussi, la population n'est jamais neutre.
elle ne mord, comme je vous le dis régulièrement, elle ne mord jamais la main qui l'alimente. Maintenant, le tout est de savoir quel va être son pouvoir de conviction, parce que vous savez, dans ces cultures anciennes et souvent millénaires, la population sait pertinemment qui les dirige, qui les encadre. Et je pense que tôt ou tard, ça va s'écrouler, excusez-moi, la stratégie de ce Premier ministre arménien va s'écrouler comme un château de cartes quand la population aura compris le stratagème qu'il emploie, si vous voulez. C'est un sujet délicat. On a des républiques qui sont jeunes en termes d'autonomie au regard de la chute de l'URSS, ne l'oublions pas, mais en même temps, vous avez aussi des dirigeants qui se laissent séduire par des puissances occidentales, et notamment, on vient de l'évoquer, les États-Unis. Et croyez-moi qu'actuellement, la stratégie des États-Unis, c'est de faire basculer également le Caucase pour que M. Poutine perde un peu pied dans cette région où il a encore le contrôle et énormément d'intérêt économique, si vous voulez. On est vraiment dans une logique de guerre économique, on est dans une logique de guerre d'influence, et en même temps, maintenant, attendons de voir. Et à mon avis, d'ici quelques semaines, on sera fixé. Maintenant, est-ce que le calendrier électoral américain permettra le suivi de ce dossier? J'en doute. J'ai bien peur, et cette fois-ci, ce serait peut-être une alternative intéressante, que l'Europe s'en mêle, puisqu'on a sollicité M. Macron sur ce dossier. Et sachez une chose, la France n'agit jamais seule. Le discours du président de la République française a toujours été le même. Il parle au nom de la France, mais aussi il parle au nom de l'Europe. Est-ce que ce ne serait pas peut-être l'Europe qui pourrait, une fois de plus, trouver une solution, on va dire, viable pour l'Arménie, et non les immixtions américaines qui ne pensent qu'à diviser, en tout cas. En tous les cas, pour la France, le seul pays qui a un petit peu réagi, puisqu'ils ont qualifié cette opération d'inacceptable, d'injustifiable, donc Catherine Colonna, alors que Van der Leyen trouvait justement la personne du président azerbaïdjanais une personne très fiable. Et on sait très bien que c'est une région qui est riche en hydrocarbures et que Total est très présente dans la région. Alors cette timidité, elle est quand même assez expliqué, n'est-ce pas, Dimitri de Koshko, concernant la position de l'Union européenne représentée par Van der Leyen? Écoutez, c'est justement ça qui fait que, à mon avis, l'Union européenne ne pourra rien faire du tout. Madame Van der Leyen est quand même l'exécutante fidèle du deep state américain, et notamment pour ce qui est de la ruine actuelle, en fait, de l'Europe occidentale, qui était sans doute un des buts de la guerre menée en Ukraine par les États-Unis. Donc, je ne vois pas très bien ce que l'Union européenne pourrait arriver à faire. Les déclarations de M. Macron, elles s'expliquent en grande partie par la diaspora arménienne, qui a une assez grosse importance en France, et notamment une importance électorale, mais pas seulement électorale, elle a aussi une importance morale, notamment par le fait des chrétiens d'Orient, etc. Donc, en plus, comme une vieille civilisation, elle est connue en France. Et je vous dis, là, le poids culturel, religieux et de population, tout simplement, de la diaspora arménienne est important en France. Je crois qu'au-delà des déclarations, M. Macron ne pourra faire que ce qu'on lui dira de faire. Et en l'occurrence, Mme von der Leyen transmettra assez fidèlement ce qu'on lui ordonnera de dire et de faire. Maintenant, il y aura évidemment des déclarations tout à fait émues pour le sort de ces pauvres Arméniens, mais je crois que ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça. L'Arménie, elle est riche en cailloux et en terres assez mauvaises au niveau agricole. Les Arméniens eux-mêmes vous l'expliqueront si vous allez en Arménie. En revanche, l'Azerbaïdjan, lui, a des réserves de pétrole et depuis longtemps, et est en plus un pays riche, mais c'est un pays quand même assez fragile, et ils le savent. Ils le savent parce que, comme ils le disent eux-mêmes, ils sont le résultat d'un État de 3 empires: l'empire perse, l'empire ottoman et l'empire russe. Alors eux, ils essayent d'en tirer une richesse en disant que ce sont 3 héritages qui sont très importants. Il n'empêche que c'est aussi 3 héritages qui les mettent un peu en danger compte tenu des tensions qui peuvent exister et au sein de leur pays et par rapport à l'extérieur. Pour ce qui est des Iraniens, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 30 millions d'Azéris en Iran,
Mais en revanche, l'Azerbaïdjan est un des rares États du Caucase qui est chiite. Pour ce qui est de l'Empire ottoman, avec lequel les relations sont les plus proches, il faut bien le dire, les ambitions ottomanes de M. Erdogan, les Azéris savent à quoi s'en tenir, même s'ils en profitent aujourd'hui. Et quant aux Russes, ils savent qu'ils ont tout intérêt à s'entendre avec eux et que même au niveau pétrolier notamment, compte tenu des nouvelles relations qui peuvent exister en plus avec l'Arabie Saoudite. Le temps... Bref, en un mot, l'Azerbaïdjan est aussi fragile et ils le savent bien. Que l'Ukraine l'est également pour la Russie. Au fait, est-ce que c'est, juste un petit mot, juste pour terminer, Monsieur de Koshko, est-ce que c'est facile de faire un parallèle entre ce qui se passe en Ukraine et aujourd'hui en Azerbaïdjan, en Arménie? D'un certain point de vue, vous pourriez faire un rapprochement en disant l'Artsakh, c'est-à-dire le Nagorno-Karabakh, est un peu dans la situation dans laquelle était le Donbass. Mais Pachinian n'a pas du tout réagi comme Poutine pour défendre les Russes du Donbass. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci, Monsieur Dimitri de Koshko. Je rappelle que vous êtes journaliste français, que vous étiez avec nous par Skype depuis Paris. Merci, Manuel Pouchelet, pour tout cet éclairage. Je rappelle que vous êtes géopolitique, conférencier et formateur. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.